Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi, va sur actifoupacif.com. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. On se lance ? Allons-y. Partie 2, Javier, de ton témoignage. Dans la partie 1, tu nous as teasé une anecdote. En plus, elle n'est pas si drôle que ça. Mais elle est moite-moite. Est-ce qu'on se lance directement ? Est-ce qu'il y a des éléments de contexte que tu as envie de dire avant de dire l'anecdote ? C'est pas forcément nécessaire puisque j'ai teasé jusqu'au bord de la fin de l'épisode précédent, puisque je me répands toujours au moins autant en termes de contexte. Donc on arrive devant effectivement une porte pour une soirée, la porte d'une soirée privée où il y a quelques personnes. C'est juste le contexte. Super. On est à Paris ? On est à Paris. Ah, l'appartement, il est joli ? Non, un appartement, point. Très bien. Il n'est pas particulièrement joli. Il n'y a pas force. Je t'en prie. Non, vas-y. Il n'y a pas forcément plus de contexte que ça. Moi, je me suis fait beau parce que c'est une soirée avec des gens que je connais pas. Je connais même pas la personne de laquelle c'est l'anniversaire. C'est juste que j'ai été invité par l'ami d'un ami, de la personne qui fête son anniv. Quand tu te fais beau, tu fais quoi ? Quand je me fais beau, c'est la super pression. Alors, je crois que c'est super important pour moi d'avoir du style, puisque j'ai été dans des uniformes pas mal de temps dans ma vie, que ça soit des uniformes de meufs ou des uniformes de mecs, et des uniformes à tous les sens du terme, en fait, qu'ils soient vestimentaires ou comportementaux ou stéréotypés, en fait, finalement. Donc, j'ai besoin d'insister sur le style que j'ai pour qu'il se voit et pour que je me sente exister et que je me sente bien dans mes vêtements, que je me sente exceptionnel. Je crois que c'est vraiment important et que si j'ai pas les bons vêtements, je vais me sentir être comme un truc moche, quoi. Donc choix des vêtements, bijoux, maquillage. Bijoux, toujours les mêmes, mais les bijoux qui me plaisent tellement que ouais, c'est toujours les mêmes, toujours très bijouté, effectivement. Est-ce que même là, t'es un peu bijouté ? Oui, toujours beaucoup bijouté. Ah ouais, t'as une super belle bague, plusieurs bracelets, 2 bagues, ok. Ouais. Des piercings. C'est important, oui. Tu es beau et tu tapes à la porte. Je tape à la porte et la soirée bat son plein. Je suis pas un danseur, j'aime pas. Je préfère me poser dans un coin et parler avec les gens. Je crois que j'attire toujours la veuve et l'orphelin. C'est vraiment vrai. Et c'est vrai malheureusement pour beaucoup de couples que j'ai pu avoir avec des partenaires qui étaient plutôt l'orphelin ou la veuve. Ok. Et c'est surtout très vrai en soirée. Les gens qui sont pas bien parce qu'ils ont consommé des trucs qui les ont pas forcément mis dans des bonnes situations, ceux qui se sont fait larguer, ceux qui ont des problèmes de thunes, ceux qui sont tristes, c'est ceux que je verrai forcément récupérer et qu'on va finir par parler sur le bas de la porte, le palier de la porte, et ça se passe toujours comme ça, toujours. Et j'aime bien, je crois. Ouais. Ok. Je crois que j'aime bien parce que j'aime bien être utile, en fait. Et donc forcément cette soirée. C'est un peu triste, ça. Ou pas. Ça peut être un peu triste, ça peut être beaucoup de pression aussi, puisque c'est vraiment quelque chose qui me suit. Comme si t'étais pas suffisant tel quel. Pas forcément. Je sais que j'ai des compétences pour accompagner et du coup quand je l'accompagne, je me sens exister parce que j'aide les gens. Et du coup c'est un peu vu que j'ai la compétence, je l'utilise et ça me fait du bien. Gagnant-gagnant. Ouais. Je pense que j'ai réagi comme ça parce que ça me parle. Enfin, moi, sans le faire ou sans aider, c'est parfois un peu difficile pour moi juste d'être et de me dire que j'ai assez de valeur, que là, on est en soirée, Guillaume, donc juste détends-toi et soir donc. Et moi, je suis là, mais j'arrive pas à soirée, j'arrive à servir. Et de ça, je suis bloqué. Ok, mais toi, t'en fais ton affaire. Ouais.
Et donc, notre anecdote, elle commence avec une veuve ou un orphelin? Elle commence avec plein de veuves et plein d'orphelins parce que je finis dans un canapé à parler avec des gens qui sont pas forcément bien, ils sont fatigués, ils ont des problèmes, ils sont pas bien, ils sont dans des situations de merde. Ok. C'est toujours comme ça, toujours. Et donc je me retrouve à parler avec un mec que je vois très beau en fait. Je le trouve esthétiquement superbe. Il a des manières en fait des gestes qui sont très précis. Je trouve le charme dans les gestes, finalement, toujours. Et je trouve ces gestes super beaux. Je les regarde et je tombe un peu hypnotisé. Je suis hypnotisé par ces gestes. Tu peux me donner un exemple d'un de ces gestes? Finalement, c'est un peu le stéréotype de la princesse, tu vois. Il a des grands gestes avec ses mains quand il parle, mais pas des gestes brusques, au contraire plutôt des gestes sophistiqués. Et moi, je suis complètement hypnotisé par cette personne. Princesse, du coup, plutôt code féminin. Ouais, c'est ça que tu voulais dire? Oui, il y a vraiment cette vocation, c'est un peu cet homosexuel complètement revendicatif de sa partie féminine. Ouais. Et je crois que j'aime bien ça, je crois que je suis aussi un petit peu ça, et c'est cool. Et donc je suis à fond sur cette personne et je vais lui indiquer. Alors je vais pas lui indiquer sur l'instant parce que la soirée elle va se dérouler. T'es en consultation, toi? T'es en train de réparer. Tout à fait, je répare les gens. Donc t'as pas le time? C'est ça, j'ai pas le time. Et puis, en plus, quand les gens ont bu, je suis pas forcément à l'aise non plus pour parler de ça. Moi-même, quand je bois, je veux pas m'adonner je veux plus en tout cas m'adonner à des rapports. Parce qu'en fait, je crois que je profite pas. Je crois que je kiffe, mais je profite pas. Et c'est pas cool. Et donc, bref, la soirée se passe. Moi, je regarde cette personne, mais je la regarde, je la consomme presque avec mes yeux. Et tu te dis, je vais pas lui signifier mon intérêt parce qu'elle a bu ou toi t'as bu? Les deux. Il y a trop d'alcool. Il y a trop d'alcool, c'est pas sain. Et puis, il y a trop de gens, clairement. Et puis, moi, je suis en train de faire autre chose, j'ai pas le time. Okay. C'est intéressant. C'est-à-dire que toi, sous alcool, c'est OK pour toi de servir et d'aider l'autre, mais t'as pas le droit de faire autre chose. Alors que tu pourrais dire, avec l'alcool, je vais absolument pas aider les gens, je vais pas bien les écouter. Je crois que l'alcool me relaxe ma tête. Et du coup, les multiples pensées qui m'emmerdent clairement, qui remplissent ma tête tout le temps, se calment. Elles vont plus doucement. Bon, c'est l'effet dépresseur de l'alcool, physiologiquement. Et du coup, je traite plus en profondeur les choses. Donc, je vais avoir une pensée à la place où j'en aurais eu à peu près 99. Et du coup, je vais pouvoir enfin aller profondément sans poser 40 000 questions, juste en écoutant l'autre, en prenant le time aussi d'attendre ses réponses, sans toujours avoir besoin de plus de précision. Je crois que j'aime bien la précision. Du coup, dans des contextes où j'aide les gens, l'alcool, moi, me permet de mieux comprendre, de mieux tout intégrer, sans forcer les gens à me répondre. Donc voilà, dans ce contexte-là, c'était cool. Donc la soirée se passe, je rentre chez moi et je revois la personne dans un autre contexte et je lui dis... Attends, mais comment t'as obtenu le contact de Monsieur Princesse? C'était facile parce qu'on avait des amis en commun. Donc, tu demandes à l'ami en commun? Ouais. Ou peut-être que l'ami en commun me passe son contact pour des raisons pratiques, je sais plus vraiment, mais j'obtiens son contact sans que personne comprenne rien finalement. Et puis peut-être que moi-même j'avais pas forcément envie tout de suite de lui dire que j'avais envie de lui. Okay. Je sais plus vraiment, mais en tout cas C'est quoi le premier message que tu lui envoies alors? C'est quoi le prétexte que tu trouves? C'était pratique, c'était un truc pratique, genre j'ai oublié mon blouson chez toi ou un truc comme ça, un truc vrai. Ah, parce que Monsieur Princesse, c'est sa soirée à lui? C'est lui, il est coloc, dans ce truc-là. T'avais vraiment oublié ton blouson ou pas? Oui, j'ai jamais de prétexte. Mais t'as fait exprès d'oublier le blouson? Non, je suis un peu tête en l'air. Te manquer réussi. Oui, mais toujours. Tout arrive pour le mieux, il paraît.
Donc, Mais moi, ça m'inquiéterait qu'ils disent « Ok, je te l'ai laissé dans l'entrée, passe quand tu veux. je crois que je suis capable de dealer avec ça. » Ok. Mais il a dit « Viens, on prend un café ensemble, je te rends ton blouson. » Oui. Malin. Ben oui, Malinx le lynx. Malinx le lynx, ok. Et donc, je revois Monsieur Princesse. Et en fait, on parle de conneries, de tout et n'importe quoi. On sort, on voit des belles choses. En toute amicalité, en toute amitié. Et puis, je découvre un Monsieur Princesse vachement intéressant, en fait. Parce que je crois que j'aime les gens, j'aime profondément les gens. Et j'aime profondément découvrir qui ils sont dans le fin fond d'eux-mêmes, en fait, là où ils savent qu'ils vont pas être jugés et qu'ils se permettent avec moi de dire des choses qu'ils diraient jamais à personne d'autre, en fait, clairement. Et Monsieur Princesse, du coup, n'échappe pas à cette règle-là et il se confie et je le trouve magnifique. Je le trouve magnifique dans ce qu'il est de plus mauvais, en fait, finalement, parce que les gens, ils ont toujours cette part d'ombre et le fait qu'il est comique dessus, ça permet de savoir beaucoup de choses d'eux qui des fois que eux-mêmes n'assument pas. Et donc voilà, on partage des bons moments et finalement, il comprend par mes gestes, par le fait que je sois hyper tactile avec lui, par aussi peut-être ce que je lui ai écrit, que j'ai grave envie de lui. Qu'est-ce que tu lui as écrit ? J'ai parlé de désir. Ouais, j'ai dû dire un truc comme ça. J'ai dû probablement dire un truc comme j'ai déjà ressenti beaucoup de désir pour toi, mais avant tout, sache que j'aime l'ami que tu es. Probablement que j'ai dû... Enfin, je sais que j'ai écrit ça. À quel moment, je sais pas exactement. Waouh, un peu poète. Ou très oui, poète. Très. J'aime bien les mots. J'aime bien les mots, mais j'aime bien quand ils sont précis et qu'ils mettent exactement le grappin sur ce que moi je veux dire et ce que je ressens surtout. Ok. Donc, je lui ai écrit un truc comme ça et donc forcément, on se rapproche. On s'embrasse, mais vraiment, je m'attendais à un truc complètement ouf. Je crois que j'ai un kink sur l'oral. Mais il se passe pas vraiment ça. Il se passe vraiment un bisou d'adolescent. Et moi, je suis en mode, ok, c'est cool, mais... C'est quoi un bisou d'adolescent pour toi ? C'est un bisou de on se revoit plus tard. Enfin, c'est pas sensuel, en fait. Ah. Et... Dans sa manière de poser ses lèvres sur les tiennes, de sortir la langue. Même pas, tu vois. C'est vraiment un smack comme il m'aurait embrassé sur la joue, quoi. Ok. Et je crois que ça m'a quand même grave stimulé pendant plusieurs jours où je pensais grave qu'à ça. Mais c'était quand même décevant. Donc je me dis, la prochaine fois, c'est bon. On fait des trucs un peu moins soft. Et la fois d'après, on ressort ensemble pour voir des jolies choses. Et on parle de trans. On a des amis trans en commun et il me dit c'est bizarre, machin, les trans et tout. Et je dis moi je suis sorti avec des trans, machin. Il me dit d'accord, ok, mais pourquoi ? Attends, mais jusqu'à présent, il ne savait rien de toi. Il savait rien. Toi, tu n'as pas dit. Non, j'ai pas dit et ça se voit pas du coup. Et personne n'a cafeté. En tout cas, je pense. Cafeté, ça veut dire personne personne n'a révélé que j'étais trans pour le moment. Et du coup, c'est moi qui lui annonce parce que il disait c'est bizarre, machin, les trans et tout. Donc clairement, moi, je veux exploser le truc. C'est pas que ça m'énerve, mais c'est que j'ai pas envie d'en savoir plus. Je veux qu'il sache tout de suite parce que s'il dit des trucs qui me plaisent pas, ça serait dommage pour nous, ça serait dommage pour l'amitié qu'on est en train de cultiver. Et parce que aussi j'ai un super passing, donc c'est-à-dire que je passe comme on voit un mec clairement quand je me trimballe. Il y a aucune remise en question de ça. Et du coup, ça change beaucoup de vision de certaines personnes qui imaginent que les mecs trans, c'est des petites choses un peu féminines, un peu masculines, un peu tout. Alors que c'est pas vraiment ce que... c'est pas vrai, nécessairement. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut montrer au monde. Donc, le fait qu'une personne trans... ce que tu veux montrer au monde. Oui. Parce qu'il y a plein de manières de vivre sa transidentité et... C'est clair.
Et des envies aussi de mélanger les codes ou de complètement les envoyer valser. Clairement, ouais. En tout cas, moi, je suis entouré de personnes plus en ce sens-là. Du coup, en tout cas, pour toi, c'était ton passing réussi. Le passing, c'est... comment on dirait? Tu dirais quoi comme la définition? C'est l'image qu'on renvoie au monde, peut-être, le genre qu'on renvoie au monde. Ouais. Le passing, c'est je renvoie une image cisgenre au monde. En tout cas, pour ma part, oui. C'est l'image du genre qu'on renvoie. C'est ça. Et donc, ton passing est réussi dans le sens où les gens, quand ils te croisent, ils ne savent pas que t'es trans. Clairement. Et pour toi, ce que tu étais en train de dire, c'est que c'est important pour toi. C'est important pour moi parce que beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment le milieu mettent des images erronées sur ce qu'on peut être, en fait. Et du coup, des images non désirables. Et ce qui est dommage. Ce qui est complètement dommage. Ouais. Et donc tu l'interromps parce qu'il est là à dire des trucs transphobes. En tout cas, il était prêt à peut-être les dire ou c'est bizarre, les trans, on est déjà dedans. C'est moyen, effectivement. Là, toi, t'as un peu le regard amoureux et t'as pas envie de t'en rendre compte, mais c'est pas acceptable. Ça commence à effectivement être... voilà, j'avais très très peur que ça soit beaucoup plus exotisant, puisque ça commence à l'être, effectivement. Et donc je lui dis pas je suis trans, je lui dis mais tu sais je suis un peu concerné parce que j'adore ma chatte. Bon voilà, c'est effectivement particulièrement doux à dire, mais c'est volontairement provoque et donc il comprend tout de suite. Il comprend tout de suite de quoi je lui parle. Je lui parle pas de ma chatte qui dort dans le canapé. Et il est en mode ah ouais, mais du coup qu'est-ce que ça fait, enfin des questions un peu très physiologiques. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une chatte, mais du coup t'es gay, mais du coup machin. Donc plutôt intéressé, joyeux. Plutôt intéressé tout court, peut-être sexuellement au départ. Alors sachant que j'ai déjà beaucoup relationné avec des personnes, des mecs gays qui étaient pas du tout intéressés publiquement par des mecs à chatte. Et qui était une fois le soir tombé, les potes partis, complètement fous, complètement à fond sur les mecs trans, quoi, finalement. Donc moi, ça me fait plutôt rire quand il me sort toute cette rengaine du mec super intéressé et limite excité. Mais je comprends, en fait, finalement, en parlant avec lui et au fur et à mesure des sorties, que lui, ça l'a bloqué. Il avait envie de moi, mais le fait que je représente pas ce qu'il connaît, ce qu'ils connaissent, du coup ça le bloque. Et c'est con, mais ça m'emmerde en fait sur l'instant. Vraiment, ça me met un peu en colère. Ça me met en colère. Je sais pas si je suis en colère contre lui, si je suis en colère contre la société, si je suis en colère contre moi. En général, la colère contre moi, je l'ai plus trop. Mais ouais, ce rejet sans en être, finalement, je l'ai beaucoup connu. Soit quand je l'ai révélé ma transidentité dans des rapports qui commençaient, en fait, finalement, dans des rapports sexuels qui commençaient, parce que ça se voit. J'ai pas fait d'opération en bas du tout et j'en veux pas. Donc ça interrompt forcément le rapport. Je dois l'interrompre pour dire en fait je suis trans, ou alors je suis hyper actif et du coup je me laisse pas toucher et je reste habillé. Mais je crois que j'ai plus tout le temps envie de ça. J'ai beaucoup vécu ce rejet, ouais, en fait. Quand tu as dit au fil des rencontres, c'est-à-dire que suite à cet événement avec Monsieur Princesse, tu as continué à le voir? Oui, et on continue à se voir encore d'ailleurs. Ok. Lui, à un moment donné, tu l'as confronté par rapport à votre désir passé disparu, ou comment il a... Oui, je l'ai beaucoup... Enfin, ouais, je le tease parce que en fait, je comprends pas sa perte de désir. J'ai besoin, moi, qu'on mette des mots pour que je comprenne toujours. J'ai vraiment besoin de ces mots tout le temps, pour tout, pour des choses que je devrais comprendre et que je ne comprends pas, et pour des choses qui sont complètement incompréhensibles dans mes valeurs. Et j'ai besoin qu'ils me disent pourquoi, pour que j'abandonne le truc. Et il ne sait pas me dire pourquoi. Au contraire, il me dit que c'est nouveau, il n'est pas sûr d'aimer, il a peut-être aussi qu'il a peur de
d'être confronté à quelque chose qu'il sait pas faire. Ok. Et je trouve ça plutôt super sain en fait qu'il le nomme, qu'il le dise. Et au fur et à mesure, ça me rassure en fait d'entendre ça, parce que le problème c'est pas moi finalement, c'est plus la relation de confiance. Donc ça se répare clairement. Et pour avoir beaucoup couché avec mes potes, je sais que quand t'es ami vraiment avec quelqu'un que tu le connais parfaitement, bah t'as moins peur de la performance finalement. Mhm. Et du coup, je sais pas comment ça pourra finir. Parce qu'on est encore en train de déplier ce... C'est ça. Ouais. J'aime trop le pour avoir beaucoup couché avec mes potes. Ouais, très très souvent. Parce que t'es bien en fait. C'est Ouais, des c'est belles ça. relations dans lesquelles t'es bien et ça glisse. Il y a pas de oui, ça glisse très bien. C'est ça. Et- oui, c'est ça. Et puis il y a pas de pression en fait. C'était quand Monsieur Princesse là, l'anniversaire? Moi, je sais, mais il y a 3 à 4 mois, un truc comme ça. J'avais pas compris que c'était aussi récent. Ouais. Ok. S'il nous écoutait là, t'aimerais lui dire quoi? Il n'y a pas de message particulier. Je pense que je dirais la même chose que l'un des messages que j'ai envoyé, c'est-à-dire je l'ai beaucoup désiré, j'ai eu beaucoup envie de lui, mais j'aime avant tout l'ami qu'il est. Et je pense que c'est vraiment ça en fait. T'as pas envie que tes amis ils soient moins transphobes? Alors j'ai un peu le syndrome du sauveur tout le temps, et je crois que la partie de moi, celle que j'assume le moins, c'est celle où je me dis j'ai peut-être quelque chose à faire pour qu'il le soit moins. Le veuve et l'orphelin. Ouais, bah toujours. J'ai beaucoup évincé des gens de ma vie parce que j'avais pas envie de subir quoi que ce soit. J'avais pas envie qu'on m'appelle avec mon prénom de naissance. J'avais pas envie que les gens, même en leur expliquant, soient largués sur le truc et n'en aient rien à foutre et que pour eux c'est une passe ou un truc comme ça, une passade. Pas pour plein de choses. Il y a des gens qui me ressemblaient pas. Il y a des gens que j'avais pas envie qui m'accompagnent. J'avais pas envie de mettre quelque chose qui me retienne en arrière. Et quand c'est du domaine de Monsieur Princesse, je suis ok. Je suis ok parce qu'il sait pas en fait. Je crois qu'il est juste perdu, il connaît pas. Et je ferai jamais de pédagogie, j'aime pas ça. Enfin, ça m'a fatigué d'en faire. Mais juste le fait d'être, les gens voient ce que je suis, et puis je crois que ça suffit des fois. Tu as dit quand le désir de Monsieur Princesse a disparu, t'as senti de la colère. Ouais. Tu savais pas si c'était une colère envers la société, envers lui ou envers toi. Si tu mettais des mots sur la colère envers toi, pourquoi tu pourrais avoir été en colère avec toi? Pourquoi ça te fait marrer? Ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que je réfléchis. Je crois que je suis plus en colère pour mon corps. Enfin, je suis plus en colère contre mon corps. Je me suis souvent dit, moi, si j'étais né mec 6, ça aurait été plus cool pour le désir. Juste parce que il y aurait pas eu ce frein de devoir expliquer mon corps avant de le consommer. Il n'y aurait pas eu ce frein de devoir prendre toute la place pour pas être touché, pour éviter de devoir expliquer. Il y aurait plus cette pression aussi de se dire est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok que la personne couche avec un mec trans, comment elle va réagir, tout ce genre de trucs. Mais en fait, je crois que ça va mieux, vraiment, là-dessus. Je crois que les seuls moments où je ressens cette colère-là, c'est quand je suis super amoureux de quelqu'un et que le fait que je sois trans l'empêche de m'aimer. Je crois que je suis vraiment résolu, je suis quelqu'un qui aime le couple vraiment. J'ai passé la plupart de ma vie en couple, vraiment. Et je crois que ouais, c'est cette colère-là ne revient que quand je suis au moins un petit peu amoureux et que l'autre, c'est pas possible parce que j'ai pas le corps qu'il faut en fait. Mais je crois que j'ai le corps qu'il faut de toute manière. Mais pas forcément le corps qu'il faut pour être aimé par les gens desquels j'aimerais être aimé. J'imagine que tu as essayé plein de façons d'expliquer ton corps. Je trouve que c'est joli comme terme. J'imagine que tu as essayé, je le dis directement à la 2e minute, oui.
micro-moment où j'ai senti un possible désir et hop, j'y vais. Ou je le dis au tout dernier moment, en fait, ça fait 8 mois qu'on date et en fait, là, on va se dénuder. C'est le cas. Il y a... Est-ce que tu as trouvé le meilleur moment pour toi? Parce que quelque part, moi, quand j'entends l'histoire avec Monsieur Princesse, je me dis, putain, avec mon regard extérieur, je me dis, si on l'avait dit plus tôt, est-ce qu'on se serait épargné de la souffrance? La souffrance, sûrement pas, parce que je crois que je désire les gens quand je vois leurs gestes, quand je vois leur charme, quand je vois... Même si c'est mort, ça n'empêche pas le désir, pour moi en tout cas. Donc j'aurais forcément eu la même souffrance. C'est pas de la souffrance, c'est plus ça fait chier, quoi. C'est juste ça. Le meilleur moment, pour moi en tout cas de le dire, c'est le avant tout. J'ai jamais vraiment su comment présenter le truc sur des applis de rencontre, parce que j'aime le couple, mais ça n'empêche pas que des fois, quand j'avais envie de prendre, enfin, quand j'étais en remise de rupture, ça allait pas du tout, je voulais plus du tout être en couple, j'avais quand même envie de faire des choses avec d'autres personnes, des choses sexuelles notamment. J'avais pas envie de vivre le rejet, j'avais plus envie, parce que déjà j'étais complètement triste je mets des années à me remettre d'une rupture, hein, clairement, et du coup pendant des années j'étais triste et j'étais faible, je voulais pas subir le rejet parce que je pense que ça m'aurait complètement fait décompenser, donc je le disais vraiment avant tout, avant de limite premier message, ou dans ma bio ou des trucs comme ça sur les applis. Et du coup, ça marche mieux pour moi en tout cas de le présenter comme ça. Comme ça, finalement, il n'y a pas de surprise par après. Si il naît quelque chose, que ce soit des émotions, des sentiments, une amitié ou du cul, du coup, je sais que j'ai pas la pression, quoi. C'est la personne, elle sait clairement ce que je suis. Et du coup, pourquoi ne pas avoir choisi cette stratégie le soir de l'anniversaire? Parce que pour moi, il n'y allait rien à voir de plus. Le désir que je ressentais, je l'aurais consommé tout seul. Je pensais pas que c'est quelqu'un avec qui j'aurais gardé le contact. Je pensais qu'on allait se voir ce soir-là. Et après, peut-être se revoir vite fait comme ça, lors de rencontres d'amis, voilà. Mais pas en un pour un. Donc pour moi, j'allais pas revoir cette personne. Mais tu aurais pu... Ça, c'est le soir de l'anniversaire. Ouais. Mais le moment où tu lui renvoies un texto pour qu'il te rende le blouson, là, tu es en train de le revoir. Ouais, mais je pensais pas le revoir et le revoir jusqu'à ce qu'on parle de quelque chose d'intéressant. Mais non, arrête. Si. Mais au fond de ton cœur, ton désir était évident, non? Alors, pas dans mon cœur, dans mon cul, oui. Ok. Dans mon cœur, je crois que j'avais surtout envie de me mettre avec quelqu'un, me mettre en couple avec quelqu'un de stable, créer encore une fois, essayer une nouvelle fois d'être en couple. Ça pouvait être lui? Non, trop jeune. Ah. Trop jeune dans sa connaissance de lui-même, trop jeune dans sa vision du monde aussi, trop proche de moi dans ses addictions. Et puis, c'est pas quelqu'un qui rêve, c'est pas quelqu'un qui parle, c'est pas quelqu'un qui pense, c'est plutôt quelqu'un qui agit. Et moi, j'ai besoin de tout sauf ça. Ok. Donc, non, ça n'aurait pas pu être avec lui. Mais je pense qu'on peut se faire du bien, que ça soit psychologiquement, que ça soit pour parler, que ça soit pour faire des voyages, que ça soit pour baiser. Mais je pense que non, c'est mort pour le couple. C'est mort. Et je l'ai senti dès le départ. Et j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie d'être en couple avec lui. J'ai du mal à comprendre pourquoi tu peux choisir de pas faire ta stratégie de que ça soit dit au maximum. Notamment pour s'éviter des les personnes trans c'est bizarre, qui est ultra violent. Mais j'ai l'intuition que c'est un peu débile ma question, c'est qu'en fait tu vas pas porter un t-shirt non-stop, enfin ça fait pas de sens. Mais
est-ce que, tu vois, j'ai l'impression que tu ouvres ta personne à une possible amitié plus, on n'en sait rien, mais le moment où tu dis, on se faisait des rencontres pour aller voir des belles choses, c'était un sous-texte pour dire musée ou Oui, ce genre de choses. des musées et tout. Le moment où tu es en train de développer une amitié, bah moi, en fait, je pense que dans la demi-seconde, j'ai réussi à caler que je suis gay. Enfin, peut-être je peux me raconter moi et tu me dis ce que t'en penses. En gros, moi, je suis fatigué. Genre, j'ai plus l'espace de naviguer le monde avec des gens qui vont me sortir des trucs du genre, oui, bon, bah, les LGBT, c'est quand même une soupe de lettres, ou tu vois, des gens encore plus avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, tu vois, où ils sont en train, genre, d'effacer, c'est pas toi que je vais le raconter, mais d'effacer le T de LGBT, d'effacer la transidentité, d'effacer l'histoire, enfin, c'est catastrophique. Et donc, moi, quelqu'un qui dit trans, je sais pas ce que c'est, ça veut donc dire que, genre, t'as quand même réussi à lire aucune des conneries que Trump a fait. Enfin, faut quand même vraiment s'accrocher pour ne pas être sur les réseaux sociaux, ne consommer aucun média. Mais moi, je suis désolé, c'est pas possible. Et donc, mais peut-être que c'est, tu sais quoi, je me dis que peut-être moi, je suis un privilégié qui a accès en fait à suffisamment de gens. Et donc, si en fait, je me coupe des ponts, bah oui, mais j'ai encore des amitiés disponibles ou pas. Qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Et moi, du coup, quand je t'écoute, je me dis, mais attends, t'as fait tout un chemin. Comment t'as pu te mettre dans une situation... Enfin, c'est pas un jugement, hein, mais comment on s'est retrouvé dans cette situation où t'as Monsieur Princesse qui nous sort une connerie et tu viens de dépenser tellement d'heures de musée avec un vieux con, en fait. Je suis volontairement très binaire. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que, au final, le fait d'être gay, je le place mieux que le fait d'être trans, parce que le fait d'être gay, c'est mes attirances. Et le fait d'être trans, c'est maintenant plus que mon corps. C'est un parcours, certes, mais c'est un parcours qui n'était pas forcément très cool. J'aime bien cultiver le positif, vraiment. Naturellement, j'aime bien le positif. Je retiens beaucoup le négatif, mais parce que je retiens beaucoup trop de choses aussi, en tant que souvenir. Mais j'ai pas envie de parler de mon corps. Enfin, c'est aussi, c'est pas un complexe chez moi. Enfin, je suis pas pudique. Je kiffe ma chatte. Enfin, ça marche très bien. Et ça, c'est très très cool. Mais j'ai pas envie de révéler ça. Il y a un risque d'agression aussi. Faut pas l'oublier. Ça, avec Monsieur Princesse, j'avais peur. J'ai surtout peur qu'il aille le dire partout. Encore une fois, c'est quelqu'un de jeune, de jeune dans sa façon d'être. J'ai entendu un truc qui m'a fait beaucoup rire d'ailleurs. C'était les seuls secrets qu'il diffuse pas, c'est les choses qu'il a oubliées. Ça m'a beaucoup fait rire et je pense que c'est très vrai. Mais du coup, j'ai pas envie qu'il aille disséminer ça en croyant que c'est pas grave en fait, et que moi derrière, si la législation se durcit ou si juste il y a des connards dans son entourage, que je me fasse exploser parce que j'ai eu confiance. Et je crois que les seuls moyens aujourd'hui de me faire le dire, c'est m'énerver. Donc pour que je fasse de la provoque en fait finalement, parce que j'ai besoin de dire t'es un sale con, regarde ce qu'il y a en fait en face de toi. Soit promouvoir des droits. Genre, je suis juriste de formation, du coup, et je connais un petit peu la loi pour l'avoir étudiée et forcément l'avoir consommée en tant que trans. Et donc, si je peux aider d'autres personnes sur le plan juridique, c'est cool. Mais j'ai vraiment envie qu'on oublie le côté corporel, la dimension corporelle de ma transition. Tu me permets de souligner une contradiction qui va te permettre de te raconter un peu plus. C'est que si cette stratégie de sécurité qui me semble essentielle, si t'étais allé au bout, le moment où quelqu'un dit « Ah, les trans, c'est bizarre », cette stratégie de sécurité, c'est justement de pas lui révéler ta transidentité, de quitter, de couper les ponts et un peu de l'enfumer en mode « Je suis super busy, super occupé en ce moment ». Or, tu fais le contraire, tu dévoiles cette information que tu dis peut te mettre en risque à un gars qui clairement ne lit pas, ne s'intéresse pas ou est transphobe, je sais pas à quel endroit il se... Tu vois la contradiction ? Oui, j'ai une super empathie. Je comprends direct ce que sont les gens. Je crois que c'est un pass qui m'a beaucoup sécurisé tout le temps.
mais dans des trucs assez inimaginables. Hein. Je sais que dans ce cas-là, la seule crainte que j'ai, c'est qu'il diffuse. C'est pas que lui-même m'agresse ou quoi. Donc, je révèle le truc parce que je suis énervé par son propos. Et parce que je sens qu'on peut en faire quelque chose. Je sais qu'il peut, lui, en faire quelque chose. Et du coup, ça dépasse le risque. Ça dépasse le poids du risque pour moi à ce moment-là. Donc, je fais le choix de lui dire. Parce que je ressens qu'il peut en faire quelque chose. Effectivement, voilà. Après, il a fait quand même mon coming out forcé à plein de gens. Ça veut dire quoi ? Genre, il a révélé ma transidentité autour d'une table avec plein de gens qui ne savaient pas. Donc... Comme quoi, j'avais raison, effectivement, de faire attention au fait qu'il pouvait disséminer le truc. Ouais. Mais il l'a fait aussi avec des gens de confiance. Il l'a pas fait avec des gens qui auraient pu me mettre forcément m'agresser. Et je pense que notre relation amicale, du coup, intègre cette dimension aussi de transidentité. Et puis, ça... On partage des choses, on partage des moments où s'il ne savait pas, il n'aurait pas pu parler avec autant de confiance. Enfin, le fait que moi, je me sois ouvert, que j'ai ouvert ma confiance à lui, du coup, ça lui permet de parler de lui avec des choses où il sait que j'ai déjà fait don d'un gros morceau pour pour qu'on se lie dans des discussions. Et toi, c'est une relation qui te nourrit avant tout. Je crois que c'est un peu le contraire. La veuve et l'orphelin. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que moi, j'ai l'intuition que dans le 3e et dernier épisode qu'on va enregistrer après, si t'es OK, je serais curieux de savoir comment ce système d'autodéfense avec le monde, où du coup tu donnes, t'es hyper actif aussi dans ton don pour la veuve et l'orphelin, même si l'orphelin est un gros boulet, qui force des coming out, qui dit de la merde, en fait, c'est quand même lui qu'on va nourrir. C'est à lui qu'on va offrir des choses sans retour. Et je suis curieux de me demander dans quelle mesure ce système d'autodéfense t'a servi. Et aujourd'hui, il t'a servi. Tu l'as ou pas ? Oui. À servir du... Je l'ai vu écrit. Je l'ai vu écrit, ouais. C'est Thomas d'Assembourg qui fait de la communication non violente. Je veux le citer parce que je crois que c'est lui qui l'a dit, mais je suis pas sûr. Mais c'est en tout cas pas de moi. Mais je trouve ça tellement joli. Ce qui m'a servi dans le passé, ce qui m'a été utile, aujourd'hui m'a servi, me rend esclave, c'est ça ? Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, d'un point de vue extérieur, j'ai du mal à comprendre. J'ai de la colère. Je trouve que c'est injuste. Le fait d'essayer Monsieur Princesse, ça marche pas, c'est la vie, et voilà, je juge pas là où est Monsieur Princesse, il fait ce qu'il veut, mais d'entendre après comment tu justifies, comment t'acceptes avec rien en retour, je suis là, ah non, mais Javier, non. Tes potes, ils sont pas genre en mode, mais Javier, non. Ils te font pas les gros yeux ? Je crois que ça sert à rien de me les faire, et tout le monde a compris le truc, c'est que je suis complètement, on peut pas m'influencer. Ok. Vraiment pas, et je fais toujours les bons choix. Très bien. En quoi c'est le bon choix de laisser de nourrir Monsieur Princesse Boulet sans retour, avec même des formes de violence morale, coming out forcé, c'est pas léger. Les trans, c'est bizarre, c'est pas léger. Non, c'est pas léger du tout. Non. Mais du coup, pourquoi c'est une bonne décision pour toi ? Et je te le pose la question sans sous-entendu. C'est une bonne décision parce que je crois que j'ai fait quelque chose de bien en révélant cette chose-là. Et la confiance que cette personne, que Monsieur Princesse me donne, me confie, c'est quelque chose qui nous permet de parler de choses qu'il m'aurait pas confié sans que moi je lui ai fait don de ma confiance. Et je crois qu'on avance un petit peu tous les deux là-dessus. Moi, j'apprends des choses de ce qu'il vit. J'essaye de trouver des solutions. Et je crois que ça me rend utile. Et donc, forcément, mon sentiment d'utilité et de reconnaissance aussi sont dopés. Et ça, c'est des trucs sur lesquels je sais que j'en ai besoin.
Mais est-ce que tu as l'impression que la question que je pose, c'est est-ce qu'on peut créer un couple et un rapport intime et sexuel, pourquoi tu souris, sur cette base déséquilibrée? Je pense... Sous-entendu, je pense que non. Je pense quoi? Je pense que, oui, j'avais bien compris ton sous-entendu. Je pense que tous les couples que j'ai vécus avant sont plutôt basés sur ce genre de truc. Alors, pas dans la violence ou quoi, mais dans l'asservissement un peu. Le fait de moi me rendre utile en faisant trop pour l'autre, à la place de l'autre. Genre, que ça soit faire ses papiers, que ça soit faire son rangement, que ça soit des trucs à la con, hein, son administratif, son machin. Prendre soin sans qu'on prenne soin de moi, ou à diverses échelles en tout cas. Mais c'est plus ce que j'ai envie de vivre. Et c'est assez nouveau pour moi de dire ça. C'est pour ça que je fais une grosse pause en fait dans mes relations, hein, parce que j'ai envie de tout poser. Et puis en fait, j'en ai marre. Je fais tellement les choses trop bien, je fais les papiers trop bien, je range tout trop bien, je suis une maman, hein, en fait. Hein. Je materne mon partenaire, mes partenaires, et j'ai plus envie de ça. J'ai pas envie qu'on me materne non plus, je supporterais pas, clairement, qu'on le fasse, même pour des micro-trucs. Mais ça marche pas en fait, ça marche pas d'être dans une relation à sens unique où tu fais tout, et j'en suis hyper conscient. Et mon modèle de couple, celui que j'espère avoir demain, c'est une relation où en fait chacun arrive à faire tout ce que l'autre fait, et que les tâches soient vraiment partagées et qu'il n'y ait plus de pression en fait finalement de se dire si je le fais pas, personne ne va le faire. Et peut-être que tu puisses te sentir aimé et suffisant, en tout cas, sans aider. Oui. Mais ça, je plaque sur toi mes problèmes. Hein. Je pense que tu peux dire non. Peut-être qu'on a juste aussi les mêmes problèmes. Probablement. Mais tu vois, en fait, sans rien faire, Guillaume, tu es suffisant. Moi, déjà, ça peut me faire le week-end. Bien sûr. Attends, c'est vrai. Et j'ai vraiment du mal à le ressentir dans mon corps, en fait. Ouais. Et je trouve que... pourquoi pour moi c'est un lien direct avec notre développement intime, c'est qu'en fait si moi j'imagine la vie et les relations humaines comme des petits cubes, et en fait on a, je sais pas si je vais arriver à faire cette image jusqu'au bout, mais imaginons qu'on a 10 cubes de disponibles. Okay. Si je remplis le gros de mes cubes, bon, il y a des cubes remplis par le boulot, des cubes par plein de relations que je choisis plus ou moins. Mais si les relations que je choisis, j'ai Monsieur Princesse Boulet qui remplit un cube dans un truc qui me nourrit pas, etc. En fait, j'ai pas un nombre de cubes illimité, j'ai pas une disponibilité émotionnelle, psychologique, intime et tout illimitée. Il y a pas un nombre d'heures non plus illimité dans la journée. Et en fait, c'est que du coup, j'empêche un espace vide dans lequel un cube avec des jolis coins et qui va m'encuber. Et que tu vois, on va s'échanger nos cubes. On va prendre soin de nos cubes, tu vois, on va se caresser le cube, on va se raconter le cube, mais en cherchant, l'égalité étant pas parfaite. Mais du coup, il faut qu'il y ait un cube de libre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Cette image est parfaite. Alors, il y a des gens qui parlent de cette notion-là avec des cuillères, le fait de dépenser de l'énergie pour certaines choses et qu'après il n'y a plus d'énergie pour d'autres. Mm-hmm. Et l'image des cubes, elle me parle vachement. J'ai fait un burn-out social et plusieurs burn-out professionnels. Et le burn-out social, c'était que mes cubes étaient trop remplis. Il y avait trop de cubes, ça logeait plus. Et sur une journée de 24 heures, j'avais besoin de 32 heures pour faire mon boulot sur moi, le boulot pour aider les gens, tout ce genre de trucs. Et du coup, j'ai perdu des cubes. Alors, je parle pas de perdre des amis, je parle du fait que j'ai perdu des morceaux de cognitif. J'arrive plus à accumuler trop d'heures d'aide. J'ai plus envie, en fait. J'y arrive plus, je pète un câble. Je dirais que maintenant, je connais mieux mes cubes de base, les cubes que je veux garder, les cubes que je cultive et qui grandissent. Et j'ai toujours 2-3 cubes qui sont, c'est les cubes qui sont un petit peu
à côté. Et là-dedans, je vais pouvoir loger tous les trucs qui sont un peu urgents, que je vais pas confirmer. En fait, finalement, c'est pas des choses qui vont grandir nécessairement. Enfin, en tout cas, pas dans l'immédiat. Et dedans, ça va être les potes proches qui vont pas bien, les gens que j'essaye de découvrir, les choses qu'il faut que je fasse plus tard, tout ce genre de trucs qui prennent trop de place, mais dedans, effectivement, j'ai envie de connaître les gens qui sont quand même dans ces cubes-là. J'ai envie de les connaître précisément pour savoir s'ils peuvent intégrer des grands cubes, des cubes fixes, ou si ça va me mettre à mal de le faire, si ça vaut pas le coup. Si c'est trop cher, en fait, aussi, en énergie. Ou si juste c'est nul parce que ça me servira jamais à rien. Sans parler d'utilitarisme. Mais c'est intéressant parce que j'ai vu une vidéo sur TikTok, donc je cite mes sources, hein, on est vraiment dans les bas-fonds de la source de l'interweb. Une vidéo d'une créatrice qui parlait des people pleasers, c'était en anglais, donc des gens qui aiment satisfaire l'autre people pleaser. T'aurais la traduction en français? Moi, je l'ai pas. C'est ce que tu disais, hein, les personnes qui aiment satisfaire l'autre. Ouais, c'est ça. Mais le people pleaser, c'est vraiment en psychologie de placard de TikTok, c'est vraiment quelqu'un qui va être sans cesse à justement se suradapter à l'autre. Et en fait, je crois qu'elle était psy, mais je ne sais plus trop, cette personne disait, en fait, on devrait changer le terme parce que people pleaser, c'est assez positif. Or, en fait, c'est des comportements qui cherchent à mettre à distance et à contrôler l'autre. C'est beaucoup moins de la générosité, donc c'est assez abrasif et je te propose du coup une lecture de tes comportements un peu moins confortables. Tu me diras ce que t'en fais. Mais c'est beaucoup moins de la générosité. Tu vois, tu as utilisé plusieurs fois le terme d'aide. Mais c'est marrant parce que tu as dit « j'ai des heures d'aide limitées ». Et c'est marrant comment ça refroidit l'aide. Quand il y a des heures d'aide, on entend un travail, on entend un truc où presque je me demande si la personne savait que tu considérais ça comme des heures d'aide. Peut-être qu'elle te dirait « ah ben non merci, du coup j'ai pas… » Ah ben non, si c'est du taf, tu vois. Et quelque part, moi je me suis toujours demandé si mon envie de faire pour exister ou d'aider pour exister, c'était pas aussi une manière de trouver mon confort et mon équilibre à un endroit où du coup j'ai besoin que l'autre reste malade et mal, parce que j'ai besoin d'un veuve et d'une orphelin pour être l'aidant. Et donc qu'en fait c'est ma manière de voir les rapports sociaux et que après je dis oh là là c'est super lourd, on me pose pas cette question, il y a personne qui me nourrit, mais qu'en fait c'est moi qui créer ces interactions. Enfin, tu vois, j'ai une grande part de responsabilité. Et le moment où je me suis mis à le regarder comme « Ah non, mais c'est pas de la générosité, en fait. C'est pas que j'aime aider. » Non, Guillaume, tu dis plus aider. Tu dis utiliser la souffrance de l'autre pour le mettre à distance et qu'on ne me pose pas, moi, des questions qui me feraient peur ou que la personne puisse pas me heurter. Tu vois, apaiser l'autre en me sentant utile pour qu'on me rencontre pas, pour qu'on me fasse pas de mal, etc. Enfin, en tout cas, le moment où j'ai mis en lumière, c'était pas ouf ce que je viens de te dire, mais parce que t'as rien fait de mal, mais de mettre en lumière que c'est un système d'autoprotection puissant et important, parce qu'en fait, il faut cette autoprotection, parce qu'en fait, le monde est extrêmement violent, donc c'est pas du tout on est des idiots, etc. Mais je me suis perdu dans le système. Aujourd'hui, c'est le système qui me bouffe, quoi. Et je suis à peu près sûr que la majorité des veuves et des orphelins, une fois qu'ils ont compris le type de relation, ça les nourrit pas non plus. J'aimerais bien que ça soit vrai dans mon entourage. En fait, je crois que la relation d'aide devient un travail pour moi quand elle abuse. Quand je dois être disponible 10 000 heures sur 24, quand je dois être disponible tout le temps pour aider, quand on vient me chercher jusque chez moi pour que j'aide parce que je réponds plus, parce que je suis plus capable de répondre. Mais t'as des potes qui font ça? Ouais, j'en ai eu. J'en ai plus parce que je peux plus. Je veux plus ça. Oui. J'ai eu des ex comme ça. Il fallait faire en fait. Il fallait faire à leur place. Et c'est là où ça devient un boulot en fait, clairement. Et là, c'est plus qu'une relation d'aide. C'est une relation qui nourrit plus parce qu'il n'y a plus que ça. Alors c'est normal, hein, quand il y a des gens qui vont très très mal et que tu les aimes fort,
bah tu vas tout donner. Ouais, quand c'est ça, qu'une relation temporaire, voilà. c'est sur un moment donné, bien c'est sûr. ça, même un long moment où voilà, peu importe. Mais quand il n'y a plus que ça, c'est là où moi je donne tout et puis à un moment je peux plus parce que j'aime les gens et du coup je me télescope en fait. Ça c'est faux, je pense. À cet endroit-là, si j'étais psy, mais je te dis enquête. Parce que là, ton lien de causalité, je fais ça parce que j'aime les gens. Je pense que t'aimes les gens, hein, je te dis pas du tout que... Mais je pense que c'est un écran de fumée qui t'empêche d'aller à ta vérité. Je suis pas sûr que tu fasses ça parce que t'aimes les gens. Au départ, je suis persuadé que je fais ça parce que j'aime les gens. Ouais. Et j'aime tellement les gens que du coup, je sais pas dire non. Et c'est là où change la chose. Je n'aime plus les gens. Je fais parce que je les ai aimés. Ouais. Ou parce qu'ils en ont besoin. Et c'est plus du tout bien pour moi. Est-ce que tu as dit tout ça à Monsieur Princesse? Ça sera la chose sur laquelle on termine. Monsieur Princesse Boulet. Je ne sais pas. Pour moi, ça serait le premier petit pas dans le rééquilibrage, de dire que tu te sens pas très nourri, qu'en fait, c'est pas OK de forcer le coming out. Donc, peut-être qu'il le savait pas, mais c'est un peu relou parce que si tu veux qu'on soit potes, je veux bien que tu lises le Wikipédia, par exemple. Commencer par là. Tu vois, il y a 1 ou 2 documentaires qui sont disponibles gratuitement si vraiment genre il a du mal avec un texte. Tu te vois, pourquoi ça te fait sourire? Tu te vois lui dire simplement? Je crois que si l'effort ne vient pas de lui, il m'aura pas. Il me gardera pas parce que j'ai plus envie de générer des choses chez les gens, j'ai plus envie de les renseigner, j'ai plus envie de les pousser à se renseigner. S'ils le font pas eux-mêmes, c'est que ils vont devoir voilà, on va vivre notre vie, on va toujours bien s'aimer voilà, de loin. Mais je crois que je suis fatigué par les gens. On finit là-dessus. Dans le prochain épisode, on va parler kink. Ce passeport gay, tu m'as dit, passeport qui t'a fait rentrer dans le milieu, ou en tout cas qui t'a fait sentir plus gay, de BDSM, de couple. Et ma première question pour ce 3e et dernier épisode où les gens peuvent soit s'abonner, je le dis jamais. T'es abonné toi au podcast? Je crois. Non, ça c'est un nom de quelqu'un qui se dit putain, si je lui dis que... Non, je me pose la question, je me dis combien de notifs j'ai, à peu près 300 000, et est-ce que l'abonnement tombe pas dedans? Complètement. En tout cas, t'as raison, on peut à la fois être abonné, du coup ça apparaît dans notre plateforme, mais on peut aussi activer les notifications, c'est 2 choses différentes. J'avoue que les notifications, là, faut vraiment kiffer. Avec 3 épisodes par semaine. En tout cas, pour les gens qui nous écoutent, et peut-être que l'épisode il est déjà publié, et donc on commencera par prendre le revers de Je suis l'aidant de la veuve et de l'orphelin. Et je te demanderai si tu rencontres un gars que tu trouves joli, un joli cube, un cube bien comme on les aime, et qui te dit « Ah, j'ai envie de te faire kiffer, j'ai envie de t'offrir vraiment un moment intime, et j'ai envie d'être 100% dévoué. » Tu lui demandes quoi? Tu lui dis quoi? Et qu'est-ce qui te vient en tête? Ça te va? Très bien. Rendez-vous au prochain épisode. Pipi? Ça va toujours. On m'appelle le dromadaire. Totalement, tu sais que c'est l'un de mes surnoms. C'est vrai ou pas? Oui. Je bois pas, je pisse pas, tout va bien. Je dors pas. Alors, est-ce que... moi, j'ai envie de faire pipi, en fait. Et c'est la fin de cet épisode. Je te donne 4 raisons d'aller tout de suite sur le site du podcast actifopassif.com. Numéro 1, viens à une rencontre entre auditeurs près de chez toi ou un enregistrement en public. Raison numéro 2, va voir notre annuaire collaboratif entre auditeuristes, des soignants gays ou queer-friendly, déjà 230 contacts partout dans le monde. Raison 3, viens suivre les coulisses du podcast et mes pérégrinations sur mon Insta ou le groupe WhatsApp privé.
Raison numéro 4, viens discuter entre auditeurs sur le Discord, on est déjà plus de 1000 membres. Et enfin, tu le sais peut-être, ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai décidé de le garder gratuit et de refuser les sponsors commerciaux. Ça veut dire que je dépends de vous, mes petits auditorices. J'ai besoin qu'on soit 400 à donner 60 € par an, c'est le prix d'une seule séance de psy, pour avoir une première sécurité financière. Aujourd'hui, en mai 2025, on est 237 sur les 400. Alors si ce podcast t'aide ou t'inspire, rejoins les 400 maintenant, activeoupassif.com/don. D-O-N. Tu peux aussi m'aider en mettant tout de suite 5 étoiles et en t'abonnant au podcast sur ta plateforme. C'est des petites actions qui poussent l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.